quand Juliette a annoncé à son mari qu'elle refusait de donner l'argent, dont elle avait hérité de sa grand-mère, pour acheter une villa de luxe sur la Côte d'Azur à sa belle-mère, il est entré dans une colère noire, et a complètement saccagé l'appartement. Ensuite, il l'a violemment acculée contre le mur, et a hurlé « Transfère immédiatement ces 500 000 € à ma mère, sinon tu vas le regretter amèrement. » Juliette a miraculeusement réussi à s'enfuir, et lorsque son mari est revenu le soir avec sa mère, ils ont été terrifiés par ce qu'ils ont découvert. Avant de commencer, n'hésitez pas à écrire le nom de votre plat préféré dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, et à laisser un j'aime. Bonne écoute. Juliette s'était toujours considérée comme une femme ordinaire, menant une vie tout à fait banale. Elle travaillait comme responsable dans une entreprise commerciale, et vivait dans un appartement de 3 pièces avec son mari, Maxime, et sa belle-mère, Sylvie. Il n'y avait rien de spécial, rien d'exceptionnel dans son quotidien. Tout cela a duré jusqu'à ce fameux jeudi, le jour où tout a basculé. Le téléphone a sonné à 10h30 précises. Juliette était justement en train de trier son courrier, sur son bureau, lorsqu'elle a remarqué un numéro inconnu. Allô, bonjour. C'est l'étude notariale de Maître Martin. Est-ce bien Madame Juliette Leroy? Son cœur a fait un bond. En général, les notaires n'appellent pas pour annoncer de bonnes nouvelles. Oui, c'est moi. Nous devons vous rencontrer, au sujet de la succession de votre grand-mère, Claudine. Quand pourriez-vous passer à notre cabinet? Juliette est restée silencieuse pendant quelques secondes, complètement déconcertée. Mamie Claudine était décédée 3 mois plus tôt. Les funérailles avaient été très modestes. Et, à sa connaissance, il n'y avait pas de testament. Que s'est-il passé exactement? De quel héritage parlez-vous? Nous ne pouvons pas discuter des détails par téléphone. Venez nous voir cet après-midi, si possible. Nous avons des documents qui vous concernent personnellement. Juliette a pris sa demi-journée, et s'est rendue chez le notaire avec un lourd sentiment d'anxiété. Dans un petit bureau, elle a été accueillie par un homme d'un certain âge, portant une barbe soignée. Asseyez-vous, Madame Leroy. J'ai des nouvelles inattendues pour vous. Il a sorti plusieurs documents d'un dossier. Votre grand-mère a rédigé un testament un mois avant son décès. Elle vous a légué une somme d'argent. Combien? A demandé Juliette avec prudence. Le notaire a ajusté ses lunettes. 500 000 €. Juliette a eu l'impression que le monde s'arrêtait de tourner. 500 000 € de la part de Mamie Claudine, qui avait travaillé toute sa vie à l'usine, et vivait dans un petit studio? Excusez-moi, êtes-vous sûr? C'est peut-être une erreur? Il n'y a aucune erreur. Votre grand-mère a fait des économies pendant de longues années, et elle a placé son argent de manière très judicieuse. C'était une femme particulièrement prévoyante. Le notaire a tourné la page. Cependant, il y a une condition. Selon le testament, cet argent ne peut être dépensé que pour l'achat d'un bien immobilier, ou pour financer des études. Toute autre dépense est strictement interdite. Si vous ne respectez pas cette condition, les fonds seront automatiquement transférés à une association caritative. Juliette hochait la tête, ayant du mal à assimiler la situation. 500 000 €. C'est une véritable fortune. Quand pourrai-je toucher cet argent? Dès que toutes les formalités seront accomplies, d'ici 2 semaines environ. Mais n'oubliez pas la condition, uniquement l'immobilier, ou l'éducation. Sur le chemin du retour, Juliette avait l'impression de flotter dans un rêve. 500 000 €. Elle pourrait acheter un superbe appartement à Paris, une maison de campagne, ou reprendre des études. Tant de possibilités s'offraient à elle. Maxime l'a accueillie sur le pas de la porte, avec son air indifférent habituel. Comment s'est passée ta journée au travail? Ça a été, Max. Mais j'ai des nouvelles. Lesquelles? Juliette s'est assise à côté de son mari, sur le canapé. Tu te souviens de ma grand-mère Claudine? Il s'avère qu'elle a laissé un testament. Maxime a levé les yeux de son téléphone. Et qu'est-ce qu'elle t'a légué? Son vieux studio?
Pas vraiment. Elle m'a laissé de l'argent. Combien? Juliette a hésité. Une petite voix intérieure lui soufflait de ne pas dire toute la vérité immédiatement. Un petit héritage. Juste assez pour que l'on puisse améliorer nos conditions de vie. Maxime a de nouveau plongé le nez dans son téléphone. Très bien, on va pouvoir acheter un appartement plus grand, ou une maison de campagne. Juliette a hoché la tête, mais un sentiment de malaise persistait. Pourquoi avait-elle menti à son mari? Après tout, ils formaient une famille, ils devaient prendre les décisions ensemble. Dans la cuisine, sa belle-mère faisait du bruit avec la vaisselle. Sylvie, une femme de 58 ans, vivait avec eux depuis 4 ans, suite au décès de son mari. Autoritaire, et toujours habituée à donner des ordres, elle se considérait comme la véritable chef de famille. « Pourquoi chuchotez-vous » a-t-elle demandé, en apparaissant dans le salon avec une tasse de thé. Juliette a touché un héritage, a répondu Maxime, d'un ton distrait. Les yeux de la belle-mère se sont immédiatement illuminés. Quel héritage? De qui? De ma grand-mère. Une petite somme, a répété Juliette. Une petite somme, ça veut dire combien? 2 000, 10 000 euros. Sylvie, je ne sais pas encore très bien. Je viens tout juste de recevoir les papiers. La belle-mère s'est assise dans le fauteuil en face d'eux. Tu sais, ma petite Juliette, dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle. Ça tombe bien, on va pouvoir régler mes problèmes de santé. Mon médecin m'a dit qu'il me fallait un climat différent, un climat plus chaud. Juliette s'est tendue. Ça commençait déjà. Sylvie, j'avais l'intention d'utiliser cet argent pour notre logement commun. Et quel est le mal à vouloir s'occuper de la santé d'une personne âgée? Je ne suis pas une étrangère pour toi, j'ai mis au monde et élevé ton mari. Maxime a levé les yeux de son écran. Maman a raison. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Juliette a senti la colère monter en elle. C'était elle qui avait reçu l'héritage, et voilà que tout le monde décidait déjà de la façon de le dépenser. Je vais y réfléchir, a-t-elle coupé court, avant de se retirer dans la chambre. Les jours suivants se sont écoulés dans une atmosphère très tendue. Sa belle-mère faisait constamment des allusions à sa santé, et Maxime soutenait sa mère. Juliette essayait d'éviter le sujet de l'héritage, mais elle sentait bien que la pression montait autour d'elle. Le vendredi soir, elle a décidé d'appeler son amie Camille. Elle avait besoin de se confier, et d'avoir un avis extérieur. Camille, il m'est arrivé un truc de fou. Raconte, je t'écoute. Tu te souviens de ma grand-mère? Elle m'a laissé un héritage. Tu imagines, 500 000 euros. Sérieusement? Un demi-million? Absolument. Mais il y a une condition, je ne peux dépenser cet argent que pour l'achat d'un bien immobilier, ou pour financer des études. Waouh, tu es riche maintenant? Et qu'en dit ton mari? C'est bien là le problème, je ne lui ai pas dit le montant exact. Je lui ai juste parlé d'un petit héritage. Pourquoi? Je ne sais pas. Une intuition, sans doute. J'ai peur que ma belle-mère exige immédiatement qu'on le dépense pour elle. Elle t'a déjà fait des sous-entendus? Bien sûr, elle me parle de sa santé, et du fait qu'elle a besoin d'un climat chaud. Et Max la soutient. Écoute, c'est peut-être mieux que tu n'aies rien dit. Attends de voir comment ils vont se comporter. Tu as sans doute raison. Mais je me sens mal à l'aise, j'ai l'impression de trahir ma famille. Juliette, c'est ton héritage. L'argent de ta grand-mère. C'est à toi seule de prendre les décisions. Tu as raison. Je vais continuer à y réfléchir. Juliette a raccroché, sans remarquer que la porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. Derrière, se tenait Maxime. Il était rentré plus tôt que prévu, et avait entendu toute la conversation par hasard. Son visage était blême sous le choc. 500 000 euros. Et elle lui avait parlé d'un petit héritage. Elle mentait, elle cachait une telle somme à son propre mari.
Maxime s'est glissé silencieusement dans la cuisine, où sa mère faisait la vaisselle. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-il chuchoté. « De quoi ?» ? De l'héritage de Juliette. Ce n'est pas quelques milliers d'euros, c'est un demi-million. Sylvie a failli lâcher son assiette. Combien ? 500 000 euros. La belle-mère s'est agrippée à la table. 500 000 euros. Et elle ne nous a rien dit. Rien du tout. Elle nous ment en plein visage. Ça prouve bien qu'elle ne nous considère pas comme sa famille, elle veut tout garder pour elle. Maxime a hoché la tête. On doit faire quelque chose, maman. Une telle somme entre les mains d'une seule personne, c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Les gens perdent la tête avec autant d'argent. Il faut la convaincre que cet argent doit profiter à toute la famille. Mais comment faire ? Sylvie est restée pensive un instant. Tu sais quoi, mon fils ? J'ai ma petite idée. Mais j'aurai besoin de ton aide. Évidemment, maman. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Demain, j'irai voir une de mes connaissances, qui travaille dans une agence immobilière de luxe. Je vais me renseigner sur les propriétés sur la Côte d'Azur. Si l'argent ne peut être dépensé que pour de l'immobilier, alors c'est ce que nous ferons. Maxime a regardé sa mère, perplexe. Pourquoi la Côte d'Azur ? Parce que le climat y est merveilleux, et que c'est exactement ce qu'il me faut pour ma santé. Nous achèterons une villa au bord de la mer, et je pourrai m'y soigner. Mais Juliette ne sera jamais d'accord. Nous la convaincrons. Tu es son mari, tu es le chef de famille, après tout. Ta parole doit être respectée. Maxime semblait dubitatif. Je ne sais pas, maman. Juliette a du caractère, elle ne va pas céder aussi facilement. Dans ce cas, il va falloir agir intelligemment. Nous lui prouverons que c'est un choix rentable pour nous tous. L'immobilier dans le sud de la France, c'est un excellent investissement. Le lendemain, Sylvie s'est effectivement rendue à l'agence immobilière. Elle y a retrouvé Isabelle, une vieille connaissance spécialisée dans la vente de biens haut de gamme. Isabelle, j'ai besoin de ton aide. Ma belle-fille a touché une grosse somme d'argent, et elle cherche à investir dans la pierre. Tu aurais quelque chose à nous proposer sur la Côte d'Azur ? Quel est son budget ? Environ 500 000 euros. Isabelle a retrouvé le sourire. Ah, pour ce prix-là, on peut trouver une très belle villa de charme. J'ai justement quelques opportunités près de la mer, elle a sorti un catalogue luxueux. Regarde ça, une superbe villa dans l'arrière-pays cannois. 5 chambres, 4 salles de bain, piscine, grand jardin. Et la vue sur la Méditerranée est à couper le souffle. Combien elle coûte ? 495 000 euros. C'est parfait, ça rentre pile dans votre budget. Sylvie a scruté les photos avec une grande attention. C'est magnifique, c'est luxueux et très prestigieux. Est-ce que les démarches peuvent être rapides ? Si vous avez les fonds, l'affaire peut être réglée en un mois. Par contre, il faut verser un acompte de 10%, soit presque 50 000 euros. Et sans acompte, le propriétaire refusera d'attendre ? Oui. Le propriétaire ne bloquera pas la vente sans acompte. Sylvie a récupéré tous les dossiers. Très bien, je vais en discuter avec ma famille, et je te tiens au courant. De retour à la maison, elle a étalé les magnifiques brochures et les photos de la villa sur la table. Lorsque Maxime est rentré du travail, elle lui a annoncé la nouvelle avec triomphe. « Mon fils, j'ai trouvé l'endroit idéal. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une villa sur la Côte d'Azur. Regarde comme c'est beau. » Maxime a feuilleté le catalogue, les yeux pleins d'admiration. « Maman, c'est un vrai château. Combien ça coûte ? » Pile 500 000 euros. C'est comme si cette maison nous était destinée. Et tu es sûr que Juliette va accepter ? Nous ne lui laisserons pas le choix. On va lui prouver que c'est le meilleur investissement possible, car l'immobilier dans le sud ne fait que prendre de la valeur. À cet instant,
La porte s'est ouverte, et Juliette est apparue. Fatiguée de sa journée, elle a retiré son manteau et s'est dirigée vers la cuisine. Ma petite Juliette, viens voir, l'a appelée sa belle-mère. J'ai une surprise pour toi. Juliette s'est approchée de la table, et a découvert les brochures étalées. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre avenir, a déclaré Sylvie d'un ton solennel. J'ai trouvé la solution parfaite pour investir ton héritage. Juliette a pris une des photos en main. C'est très beau. Mais c'est sur la Côte d'Azur. Exactement. Un climat exceptionnel, des prestations de grande qualité, c'est un investissement en or. Sylvie, je pensais plutôt acheter quelque chose ici, à Paris ou en banlieue. Mais pourquoi faire ? Regarde un peu les chiffres. Les biens immobiliers dans le sud prennent 15% de valeur chaque année. Dans 5 ans, tes 500 000 € en vaudront le double. Juliette s'est figée. Comment sa belle-mère pouvait-elle connaître le montant exact de son héritage ? Excusez-moi, mais comment savez-vous combien j'ai touché ? Sylvie a été prise de court pendant une seconde, mais s'est très vite reprise. Bah, c'est Maxime qui me l'a dit. Environ 500 000, c'est bien ça ? Juliette s'est tournée vers son mari. Max, je t'avais annoncé un tout autre montant. Maxime est devenu écarlate. Eh bien, j'ai entendu par hasard ta conversation avec ton ami. Tu as écouté aux portes ? Je n'ai pas écouté aux portes, je passais juste devant la chambre. La porte était ouverte. Juliette a ressenti une profonde amertume. Il l'avait donc espionnée, et s'était empressé de tout raconter à sa mère. Juliette, nous sommes une famille, est intervenue Sylvie. Pourquoi avoir des secrets entre proches ? Des secrets ? Je voulais simplement prendre le temps de comprendre la situation par moi-même. Et bien maintenant, la situation est claire. Et voilà une opportunité incroyable, une villa dans le sud de la France. La belle-mère a de nouveau ouvert le catalogue. Regarde les conditions, on pourrait même s'y installer tout de suite. Juliette a lu la description attentivement. Sylvie, j'ai besoin d'un logement pour notre famille, pour notre vie de tous les jours, ici. Quel est le problème d'avoir une belle maison dans le sud ? C'est prestigieux et très rentable. Mais nous n'y habiterons pas toute l'année. Et pourquoi pas ? Sylvie s'est approchée. Moi, par exemple, je pourrais y aller pour me soigner. Les médecins m'ont dit qu'un climat chaud m'était indispensable. On y était. Juliette a immédiatement compris où sa belle-mère voulait en venir. Donc, en réalité, cette villa est pour vos traitements médicaux. Pas seulement pour moi, c'est pour toute la famille. Max pourrait faire du télétravail. Toi aussi. Ce serait une nouvelle vie, avec de nouvelles opportunités. Maxime a renchéri. Maman n'a pas tort. Juliette, c'est l'occasion de changer notre vie en mieux. Juliette feuilletait les pages en silence. Dépenser 500 000 € dans une villa du Sud, juste pour la santé de sa belle-mère. Voilà donc le plan, depuis le tout début. Je vais y réfléchir, a-t-elle répondu, d'un ton le plus neutre possible. Il n'y a pas à réfléchir, s'est emportée Sylvie. Les offres de ce genre partent en un clin d'œil. Isabelle m'a bien précisé qu'il fallait verser un acompte au plus vite, sinon la villa nous passera sous le nez. Quel acompte ? Seulement 50 000 €, on paiera le reste plus tard. Juliette a reposé le catalogue sur la table. Sylvie, c'est une décision très importante. On ne s'achète pas une maison à l'autre bout de la France sur un simple coup de tête. Mais qu'y a-t-il à réfléchir ? L'argent est là, la villa est superbe, le climat est idéal. J'ai besoin de temps. La belle-mère a pincé les lèvres. Du temps. Et pendant que tu réfléchiras, quelqu'un d'autre va l'acheter, et tu le regretteras. Juliette s'est levée de sa chaise. Je suis désolée, mais c'est à moi de prendre la décision. C'est mon héritage. Sylvie et Maxime ont échangé un regard lourd de sens.
Leurs yeux exprimaient de l'insatisfaction, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui a fait frissonner Juliette. Bien sûr, ma chérie, a mielleusement répondu la belle-mère. Nous ne faisons que te conseiller, pour le bien de la famille. Cependant, il y avait dans sa voix une intonation que Juliette n'a pas du tout appréciée. Les jours suivants, Juliette a beaucoup réfléchi. 500 000 €, c'était une somme colossale, mais la condition de sa grand-mère était très claire, uniquement de l'immobilier, ou l'éducation. L'achat de cette villa remplissait officiellement ce critère, mais le comportement de son mari et de sa belle-mère l'inquiétait de plus en plus. Sylvie avait senti les hésitations de sa belle-fille, et redoublait de pression. Chaque matin, elle l'accueillait avec des monologues sur les bienfaits de l'air marin, sur la flambée des prix de l'immobilier dans le sud, et sur l'urgence d'agir avant qu'un autre acheteur ne se manifeste. Maxime soutenait sa mère dans ses moindres propos. Il parlait de ses collègues qui étaient partis travailler dans le sud, des joies du télétravail, et du prestige de posséder une résidence de luxe. Juliette remarquait aussi que son mari devenait étrangement nerveux. Il vérifiait son téléphone sans cesse, et chuchotait avec sa mère dans les couloirs. Le lundi matin, Juliette a décidé de se rendre à la banque pour régler les détails administratifs. Le notaire l'avait informé que les papiers étaient prêts, et que l'argent arriverait sur son compte dans la semaine. À l'agence, elle a été reçue par Marie, une conseillère très souriante. « Excellente nouvelle, Madame Leroy. L'héritage est entièrement validé. Les fonds seront sur votre compte demain, vers midi. » Parfait. Y a-t-il des limites pour les transferts? Seulement les vérifications classiques de sécurité. Si vous achetez un bien immobilier, il nous faudra simplement des documents complémentaires. Lesquels exactement? Un justificatif pour le virement, la promesse de vente, et le titre de propriété du vendeur. Une procédure tout à fait standard. Juliette a acquiescé. Si sa belle-mère avait vraiment trouvé une belle villa, les documents devaient être en règle. Et si jamais je change d'avis pour l'achat de la villa? Dans ce cas, vous êtes libre d'acheter un autre bien en France, ou d'utiliser cet argent pour vos études, comme stipulé dans le testament. En sortant de la banque, Juliette s'est sentie soulagée. Elle n'était liée par aucun engagement. La décision finale lui appartenait toujours. Toutefois, sur le chemin du retour, une boule au ventre l'accompagnait. Elle allait devoir annoncer son choix à sa famille. Sylvie l'attendait de pied ferme, dès l'entrée. « Alors, ma petite Juliette, tu es allée à la banque? Quand est-ce que l'argent arrive? » Demain. Fantastique. Ça veut dire qu'après-demain, nous pourrons signer les papiers pour la villa. Juliette est entrée dans le salon, où Maxime regardait la télévision. « Max, il faut que je vous parle, à tous les deux. » Il a éteint le poste. Sa belle-mère s'est installée dans le fauteuil, arborant le sourire de celle qui s'apprête à entendre d'excellentes nouvelles. « J'ai pris ma décision concernant l'héritage. » Alors, s'est empressée de demander Sylvie. « Je vais acheter un appartement, ici, à Paris. Un bel appartement, grand et confortable, pour notre famille. » Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Le visage de la belle-mère s'est décomposé, et Maxime a froncé les sourcils. « Juliette, on s'était mis d'accord pour le Sud, » a dit son mari. « Nous ne nous étions pas mis d'accord. Vous avez fait une proposition, j'y ai réfléchi, et j'ai pris une autre décision. » Sylvie s'est levée brusquement de son fauteuil. « Ma chérie, tu ne comprends rien. L'immobilier dans le Sud, c'est un véritable investissement, alors qu'un appartement à Paris, c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Au moins, nous y habiterons tous les jours. Et ma santé, alors? Les médecins sont formels, j'ai absolument besoin de chaleur. Sylvie, vous pourrez partir en cure, ou vous installer à Biarritz. Le climat y est très doux aussi. » La belle-mère a blêmi. « Comment oses-tu? Tu me proposes de quitter la maison de mon propre fils? Je vous propose de réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire pour votre santé. » Maxime s'est levé, et s'est approché de la fenêtre.
Juliette, j'étais persuadée que tu allais comprendre. Maman est vraiment malade. Dans ce cas, qu'elle aille consulter des spécialistes ici, et qu'elle suive un vrai traitement. Les soins ne sont pas aussi bons, ici, a répliqué Maxime. Max, les hôpitaux parisiens comptent parmi les meilleurs au monde. Il n'y a aucun besoin d'acheter une villa hors de prix, juste pour qu'elle puisse se reposer. Sylvie a soudain fondu en larmes. J'ai passé toute ma vie à rêver de voir la mer, de vivre dans un endroit paradisiaque. Et maintenant que c'est enfin possible, on me le refuse. Juliette a eu un pincement au cœur, mais a tenu bon. Sylvie, c'est une somme gigantesque. Je ne peux pas gaspiller cet argent pour quelque chose dont nous n'avons pas fondamentalement besoin. Ce n'est pas un besoin, la santé, s'est écriée la vieille femme. Pour se soigner, il n'y a pas besoin de s'offrir un palais à 500 000 euros. La belle-mère a essuyé ses larmes avec un mouchoir, avant de regarder son fils. Victor, tu l'entends? Ta femme estime que la santé de ta mère ne mérite pas de dépenser son précieux argent. Maman, ne pleure pas. On va trouver une solution. Juliette était stupéfaite. Pourquoi son mari venait-il d'être appelé Victor? Il s'appelait Maxime. Pardonnez-moi, j'ai mal entendu. Comment l'avez-vous appelé? Sylvie s'est figée, et Maxime a rosi de gêne. J'ai dit mon fils, s'est rapidement corrigé la belle-mère. Non, vous avez dit Victor. Tu as mal entendu, Juliette, a sèchement coupé Maxime. Mais Juliette était certaine de ce qu'elle avait entendu. Sa belle-mère l'avait bien appelé Victor. Mais pourquoi? Très bien, c'est peut-être moi. Quoi qu'il en soit, ma décision est prise, et elle est définitive. J'achèterai un appartement à Paris. Sylvie s'est dirigée vers la porte. On verra bien si elle est définitive ou pas. Dans sa voix perçait une menace sourde, qui a mis Juliette en état d'alerte. Le soir venu, son mari est resté taciturne et ombrageux. Il s'est couché très tôt, prétextant une grande fatigue. Juliette est restée dans la cuisine, seule avec sa tasse de thé, retournant le problème dans tous les sens. L'attitude de sa belle famille l'inquiétait de plus en plus, car ils étaient beaucoup trop déterminés à acheter cette maison dans le sud. Le lendemain, les fonds sont bien arrivés sur son compte bancaire. Elle a reçu une alerte par SMS l'informant du virement, 500 000 euros étaient désormais à sa disposition. Cette somme lui paraissait complètement irréelle. Elle a commencé à regarder les annonces immobilières à Paris. Avec un tel budget, elle pourrait trouver un magnifique logement en plein centre, ou même une jolie petite maison en proche banlieue. Maxime était parti tôt pour aller au travail, et sa mère l'avait suivi peu après pour une course. Seule dans l'appartement, Juliette en a profité pour réfléchir dans le calme. Vers midi, le téléphone fixe a retenti. Allô? Bonjour, je vous appelle de la banque Crédit Central. Suis-je bien en ligne avec monsieur Maxime Leroy? Non, je suis sa femme. Nous cherchons à joindre monsieur Leroy au sujet de son contrat de prêt. Le cœur de Juliette s'est accéléré. Quel contrat de prêt? Que se passe-t-il? Aujourd'hui est le dernier jour pour régler l'échéance du crédit. La dette s'élève à 50 000 euros. Juliette a senti le sol se dérober sous ses pieds. Excusez-moi, de quel crédit parlez-vous? Il s'agit d'un crédit immobilier, avec prise d'hypothèque, signé il y a un mois. Il concerne l'appartement situé au. L'employé a dicté l'adresse exacte de leur domicile. C'est notre appartement. Dans ce cas, veuillez transmettre à votre mari qu'il a jusqu'à 18 heures pour régulariser ses 50 000 euros. Sans quoi, nous lancerons la procédure de saisie. Juliette a raccroché, les mains tremblantes. Maxime avait hypothéqué leur appartement. Il avait contracté un prêt de 50 000 euros il y a un mois, alors qu'il n'était même pas encore au courant de l'héritage. Elle a attrapé son portable, et a composé le numéro de son mari. Allô, Max. La banque vient d'appeler, pour le crédit. Quel crédit? Un crédit de 50 000 euros avec hypothèque sur notre appartement.
Un lourd silence s'est installé. Juliette, je peux tout expliquer. Explique-moi, alors. Pas au téléphone. On en parle ce soir. Non, tout de suite. Pourquoi as-tu hypothéqué notre logement? C'est juste temporaire, je te le jure. Je rembourserai tout. Où sont passés ces 50 000 euros? Juliette, crois-moi, je n'avais pas le choix, c'était nécessaire. Max, tu as jusqu'à 18 heures pour verser cet argent à la banque. Je le sais bien. Tout va s'arranger. S'arranger comment? Eh bien, tu as maintenant 500 000 euros. 50 000, c'est de l'argent de poche à côté. Juliette a senti une rage sourde l'envahir. Donc tu comptais sur mon héritage? Je ne comptais pas dessus, je l'espérais. Quand tu as souscrit à ce prêt, tu ne savais même pas pour le testament. Juliette, je suis au travail. On réglera ça à la maison. Non, tu me réponds maintenant. Où est passé cet argent? Dans l'acompte de la villa. Le monde de Juliette a vacillé. Quel acompte? De quelle villa tu parles? La villa sur la Côte d'Azur. Maman m'a dit qu'il fallait verser un acompte en urgence, sinon on allait nous la prendre. Tu as versé un acompte, sans même m'en parler? J'étais sûre que tu finirais par accepter. Et si j'avais refusé? Je pensais que tu allais comprendre. Elle a raccroché, tremblante de fureur et de choc. Maxime avait agi dans son dos. Il avait emprunté, mis leur toit en péril, et payé l'acompte pour cette maison. Et tout cela, bien avant qu'elle ne donne son accord. Elle s'est assise sur le canapé pour essayer de retrouver ses esprits. Il fallait comprendre l'ampleur des dégâts. Si l'acompte avait été versé, il devait y avoir des contrats, des reçus. Juliette s'est mise à fouiller tout l'appartement. Dans le tiroir de son mari, elle a fini par trouver une pochette cartonnée contenant des papiers. C'était un compromis de vente, pour une villa située sur la Côte d'Azur. Le montant, 495 000 euros. L'acompte versé, 50 000 euros. À la ligne de la signature de l'acheteur, Juliette n'en a pas cru ses yeux. Ce n'était pas la signature de Maxime, mais celle de Sylvie. Sa belle-mère avait signé le document en tant que représentante légale de la famille Leroy. Le contrat précisait que les acheteurs s'engageaient à régler le reste du montant dans un délai d'1 mois après versement de l'acompte. La date du versement remontait à 3 semaines. Il ne lui restait donc plus qu'une semaine. Juliette a continué d'éplucher les papiers. Le dossier contenait également des justificatifs de revenus, des copies de passeports, et un accord pour l'achat de biens immobiliers. Absolument tous les documents avaient été signés par Sylvie, au nom de la famille. Tout au fond de la chemise, un dernier papier a fait glacer le sang de Juliette. C'était une procuration générale, signée par Maxime, donnant tous les droits sur les biens de la famille à Sylvie. Avec cette procuration, la vieille femme avait l'autorisation de conclure n'importe quelle transaction au nom de la famille. Juliette s'est emparée de son téléphone, et a rappelé son mari. « Max, tu as vraiment donné une procuration à ta mère pour gérer notre argent? » Juliette, ce n'est vraiment pas le moment. Réponds-moi. Tu l'as fait ou pas? Je l'ai fait, oui, mais c'était juste pour pouvoir faire les papiers de la villa. Elle a signé en notre nom, et alors? On est une famille. Max, je n'ai jamais accepté de signer un tel contrat. Dans ce cas, nous allons perdre l'acompte. Perdre 50 000 euros? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si on annule la vente, le vendeur gardera la caution. Juliette a enfin compris que c'était un piège monté de toutes pièces depuis le début. Verser l'acompte, la mettre devant le fait accompli, et la forcer à payer le reste pour ne pas perdre l'argent déjà avancé. Max, tu es un escroc. Juliette, ne dis pas n'importe quoi. Tu m'as trompé. Tu as fait un prêt en cachette, et tu as laissé ta mère engager notre argent. Je voulais juste te faire une belle surprise. Une surprise à 500 000 euros? Calme-toi,
Juliette. J'arrive à la maison, et on en discutera calmement. Elle a jeté son téléphone, s'asseyant pour réfléchir à un plan d'action. Maxime avait mis leur appartement en gage, souscrit un prêt de 50 000 € et payé l'acompte d'une villa. Sylvie avait signé avec une procuration officielle. Maintenant, la famille était tenue de verser les 445 000 € restants dans un délai d'une semaine. Sinon, non seulement ils perdaient les 50 000 € d'acompte, mais ils restaient en plus endettés envers la banque. Un piège parfait. Elle n'avait pas le choix. Elle a appelé Camille. Camille, j'ai de gros ennuis. Que se passe-t-il? Mon mari a fait un crédit en cachette en hypothéquant l'appartement, et il a versé un acompte pour la villa dans le sud. Quoi? 50 000 € d'acompte? Oui. Si je ne paie pas le reste de la villa, on perd tout. Juliette, c'est purement et simplement de l'escroquerie. Je m'en doute, mais que puis-je faire? L'appartement est en garantie, le contrat de vente est signé. Va voir la police. Pour leur dire quoi? Mon mari avait légalement le droit de prendre un crédit sur notre bien commun, et sa mère avait une procuration. Mais tu n'as jamais donné ton accord. Au regard de la loi, le consentement de la femme n'est pas obligatoire si le mari est le seul garant du crédit. Juliette réalisait que, d'un point de vue strictement légal, Maxime et Sylvie n'avaient commis aucune infraction. Le prêt était légal, la procuration valide, le compromis signé. Mais moralement, c'était un véritable chantage. Le soir, Maxime est rentré à la maison avec un bouquet de fleurs, affichant un air coupable. « Juliette, je t'en supplie, pardonne-moi. Je pensais vraiment bien faire. » Bien faire? Tu as hypothéqué notre logement. Je rembourserai la banque, je te le promets. Et avec quel argent? Avec ton héritage. Et si je n'avais rien hérité, tu aurais fait quoi? Maxime s'est mis à bafouiller. Mais le fait est que tu l'as eu, cet héritage. Sylvie est alors sortie de sa chambre, l'air très digne. Ma chérie, ne te mets pas dans cet état. C'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien? Vous avez acheté une maison sans mon consentement. J'avais la procuration de Maxime. J'en avais parfaitement le droit. Juridiquement, oui. Moralement, non. La morale, ma petite, c'est d'aider une personne âgée et malade, et non de faire preuve d'avarice. Juliette a fixé sa belle-mère avec une grande attention. Sylvie, êtes-vous vraiment malade? Quelle question indécente. Où sont vos dossiers médicaux? Vos résultats d'examen? La vieille femme a semblé déstabilisée. Pourquoi veux-tu voir mes analyses? Si vous comptez dépenser un demi-million pour des soins, j'exige de connaître votre diagnostic. J'ai plein de problèmes, le cœur, les articulations, la tension. Montrez-moi vos ordonnances. Tu insinues que je suis une menteuse? Après la journée que je viens de passer, je ne fais plus confiance à personne. Sylvie a pris un air extrêmement offensé, pinçant les lèvres. Tu vois, Maxime? Ta femme n'a aucune confiance en toi, et elle traite ta mère de menteuse. Quelle belle famille nous faisons! Juliette s'est levée, en direction de la chambre. Je vous donnerai ma réponse demain. Mais, au fond, il n'y avait plus rien à décider. Le piège s'était refermé sur elle. Soit elle finançait la villa, soit il perdait les 50 000 € d'acompte, et gardait la dette sur les bras. Cette nuit-là, Juliette n'a pas fermé l'œil, ressassant les événements. Maxime et sa mère l'avaient manipulée de A à Z. La conversation surprise, la découverte miraculeuse d'une villa dont le prix correspondait au centime près à son héritage, la procuration, le crédit, l'acompte. Tout avait été planifié avec un soin méticuleux. Au matin, elle est retournée voir le notaire, pour lui demander conseil. Elle espérait que les conditions du testament pourraient la sauver. Maître Martin l'a écoutée attentivement. Madame Leroy, juridiquement parlant,
l'achat d'un bien immobilier sur la Côte d'Azur ne viole en rien les clauses du testament. Mais je refuse d'acheter cette villa. J'en suis bien conscient. Malheureusement, si le contrat a été signé via une procuration valide, il est tout à fait légal. Et que va-t-il se passer si je refuse de verser le reste de la somme? Vous perdrez la compte, et votre famille devra rembourser le prêt bancaire. Et si je fais annuler la procuration? Il est trop tard, la transaction a déjà été conclue. Juliette s'est rendue à l'évidence, juridiquement, elle était acculée. Existe-t-il un moyen de faire annuler la vente? Uniquement si vous parvenez à prouver que la transaction s'est faite sous la contrainte, ou par tromperie. Comment puis-je le prouver? Avec des témoins, des enregistrements audio, ou des preuves écrites. Juliette est rentrée chez elle, l'esprit en ébullition. Il lui fallait des preuves de tromperie ou de contrainte. Mais où pouvait-elle en trouver? Maxime était parti au travail, et seule sa belle-mère était à la maison. Alors, ma petite, as-tu pris ta décision? A demandé Sylvie. J'y réfléchis encore. Il n'y a pas à réfléchir. Soit tu paies, soit on perd 50 000 euros. Et si je trouve un moyen de faire annuler le contrat? Sylvie a éclaté d'un rire mauvais. Tu n'en trouveras aucun. Nous avons pensé à absolument tout. Juliette s'est mise en alerte. Nous avons pensé à tout. C'était donc bien un complot organisé. Qui ça, nous? Moi et Maxime, bien évidemment. Tu crois vraiment qu'on ne savait pas que tu allais résister? Donc, vous aviez prévu de m'escroquer depuis le début? Pas de t'escroquer, de te convaincre. Parfois, il faut savoir forcer un peu la main aux gens. Juliette sentait la moutarde lui monter au nez, mais elle s'est maîtrisée. Très bien, j'ai compris. Elle s'est retirée dans la chambre. Sylvie venait pratiquement d'avouer le complot, mais comment pouvait-elle le prouver? Elle a soudain eu une illumination. Son téléphone avait une fonction dictaphone. Elle pourrait enregistrer une discussion, dans laquelle Maxime ou Sylvie avoueraient leur plan machiavélique. Mais comment les pousser aux aveux? Elle s'est souvenue que Maxime avait prévu de sortir voir un ami ce soir-là. Elle se retrouverait seule avec Sylvie. C'était l'occasion rêvée de la faire parler. Le soir venu, Maxime est bel et bien sorti. Juliette a discrètement allumé le dictaphone de son téléphone, et a rejoint la cuisine, où Sylvie buvait son thé. Sylvie, j'aimerais qu'on ait une discussion sincère. À quel sujet? À propos de la villa. Êtes-vous réellement malade, ou est-ce seulement un prétexte pour obtenir cet argent? La belle-mère a posé sa tasse. Quelle importance? L'argent doit être dépensé dans l'immobilier, un point c'est tout. L'importance, c'est que je refuse de financer une villa juste pour vos petits loisirs. Mes loisirs? J'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai bien mérité de prendre du bon temps. Avec l'argent des autres? Avec l'argent de la famille. Tu as épousé mon fils, nous ne faisons qu'un. Une vraie famille ne se ment pas, Sylvie. La vieille femme s'est levée pour se rapprocher de la fenêtre. Tu veux que je te dise, ma fille? Le vrai mensonge, c'est de cacher un héritage d'un demi-million d'euros à son propre mari. Nous ne faisons que protéger les intérêts de la famille. Comment ça? Parce que si on t'avait laissé cet argent, tu l'aurais dilapidé pour ton propre plaisir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que tu es égoïste. Tu as reçu une fortune, et tu as tout de suite voulu la garder pour toi. Je voulais acheter un appartement pour notre couple. Mensonge. Tu voulais tout dépenser pour ta petite personne. Juliette a compris que sa belle-mère ne comptait pas avouer l'escroquerie. Bien au contraire, elle essayait de lui rejeter la faute. Très bien, admettons. Mais pourquoi avoir inventé toute cette comédie avec vos problèmes de santé? Quelle comédie? Je suis vraiment mal en point. Alors, prouvez-le, montrez-moi des certificats médicaux. Je n'ai aucune justification à te donner. Dans ce cas, je refuserai de payer la villa.
Sylvie a fait volte-face, le visage durci. Tu vas payer. Parce que si tu ne le fais pas, nous serons tous ruinés. C'est votre problème, pas le mien. Oh que si, c'est ton problème. Parce que si tu refuses, Maxime demandera le divorce, et il prendra la moitié de ton précieux héritage. Juliette est restée pétrifiée. Elle avait enfin dévoilé son vrai visage. La moitié de l'héritage. Tu croyais vraiment que ce pactole n'appartenait qu'à toi? Tu es mariée avec Maxime, vos finances sont communes. Un héritage n'est pas considéré comme un bien commun dans le mariage. On verra ça au tribunal. Avec un bon avocat, on peut tout prouver. Le cœur de Juliette battait à tout rompre. Sylvie la menaçait ouvertement d'un divorce et d'un procès. Alors c'est ça votre plan? Vous comptez divorcer pour me prendre mon argent? Sylvie s'est rendue compte qu'elle en avait trop dit. Je ne prévois rien du tout, je te préviens simplement de ce qui t'attend. Et qu'est-ce qui m'attend? Que Maxime ne supporte pas d'être trahi par sa propre femme. Quelle trahison? Celle de recevoir une fortune, et de refuser de la partager avec la famille. Juliette a arrêté l'enregistrement. La conversation était dans la boîte, mais la belle-mère n'avait rien avoué de franchement criminel. Seulement des insinuations et des chantages. Elle a regagné sa chambre, et s'est allongée tout habillée. Il fallait qu'elle trouve une solution, vite. Le délai pour payer la villa expirait le lendemain. Si elle ne cédait pas, la guerre éclaterait. Dans la nuit, Juliette a été réveillée par des murmures. Maxime était rentré, et discutait avec sa mère dans la cuisine. Elle s'est approchée de la porte, et a tendu l'oreille. Elle a fini par accepter, demandait Maxime. Pas encore, elle est très têtue. Qu'est-ce qu'on fait si elle refuse pour de bon? Alors tu demandes le divorce, et tu réclames la moitié de l'argent devant le juge. Maman, c'est possible, ça? Évidemment, on aura largement assez pour la villa, et pour un bel appartement à Paris. Mais si c'est elle qui demande le divorce la première? On ne lui en laissera pas le temps. Demain matin, tu lui poses un ultimatum, soit elle paie la villa, soit c'est le divorce immédiat. Et si elle choisit le divorce? Elle ne le fera pas, elle t'aime trop. Une femme amoureuse finit toujours par céder. Juliette a dû se mordre les lèvres pour ne pas faire irruption dans la cuisine. Il voulait la faire chanter, et si cela ne marchait pas, lui extorquer son héritage devant un juge. Mais tu es certaine que la justice me donnera la moitié, a poursuivi Maxime. J'ai un ami avocat. Il m'a assuré qu'en montant bien le dossier, on peut faire requalifier cet héritage en bien commun. Comment? En prouvant que cet argent était destiné à la famille entière, et non à elle personnellement. Et comment on peut prouver ça? On trouvera des témoins, prêts à jurer que la grand-mère voulait aider toute votre famille. Juliette en a eu le souffle coupé. Ils étaient prêts à produire de faux témoignages. C'était un délit grave. Elle a vite rejoint son lit, et a activé le dictaphone. S'il venait lui poser un ultimatum le lendemain, il lui fallait tout enregistrer. Au matin, Maxime était extrêmement tendu. Il s'approchait souvent de son téléphone, tapait des messages, mais ne passait aucun appel. Sylvie déambulait dans le salon d'un air solennel, comme si elle se préparait pour un grand événement. Pendant le petit déjeuner, Maxime a fini par se lancer. « Juliette, il faut qu'on parle. » « Je t'écoute. » « C'est le dernier jour. Soit tu verses le reste de la somme pour la villa, soit nous perdons les 50 000 €. » « Je comprends. Et qu'as-tu décidé? » Juliette a pris son temps. Le dictaphone tournait dans la poche de sa robe de chambre. « Et que se passera-t-il si je refuse? » Maxime et sa mère ont échangé un regard entendu. « Dans ce cas, nous devrons réévaluer notre relation, » a lâché son mari. « Qu'est-ce que ça veut dire, réévaluer? » Que je demanderai le divorce. Pour quel motif? Pour trahison envers ta famille. Tu as reçu une énorme somme d'argent, et tu refuses d'aider une personne malade.
Sylvie a acquiescé. Réfléchis bien, ma fille. Qu'est-ce qui est le plus important? Ton avarice, ou ton bonheur familial? Et si j'accepte de divorcer? Maxime a esquissé un sourire narquois. Alors le tribunal m'accordera la moitié de ton héritage. La loi stipule que les biens des conjoints doivent être partagés à parts égales. Mon héritage n'est pas un bien commun. C'est ce qu'on verra. Un bon avocat saura prouver que cet argent était destiné à la famille. Juliette s'est levée de table. Je vois. C'est du chantage. Ce n'est pas du chantage, c'est une simple explication des conséquences, a rectifié la belle-mère. Et si c'est moi qui demande le divorce en premier? Tu n'en auras pas le temps, a ricané Maxime. Les papiers sont déjà prêts. Juliette a senti un frisson glacé lui parcourir le dos. Ils avaient vraiment tout planifié dans les moindres détails. Très bien. Il me faut un peu de temps pour y réfléchir. Tu n'as plus le temps, a sèchement répondu Sylvie. Décide-toi maintenant. Jusqu'à quelle heure avons-nous pour le virement? Jusqu'à 18h, a répondu Maxime. Entendu. Je vous donnerai ma réponse avant 18h. Juliette s'est réfugiée dans sa chambre et a coupé l'enregistrement. La bande-son était parfaite, menace directe de divorce, tentative d'extorsion de fonds. Elle avait désormais la preuve de leur chantage. Mais qu'allait-elle en faire? Elle pouvait aller à la police, mais menacer quelqu'un de divorce n'est pas un crime. Elle pouvait prendre un avocat, mais le temps lui manquait. Elle a donc choisi une autre stratégie. S'il jouait de manière malhonnête, elle le ferait aussi. Elle a sorti son portable, et a appelé l'agence immobilière d'Isabelle. Bonjour. Je vous appelle au sujet de la villa sur la Côte d'Azur, réservée par Madame Sylvie Leroy. Je vous écoute. Je voulais préciser certains détails de la transaction. Et à qui ai-je l'honneur? À sa belle-fille, Madame Juliette Leroy. Ah, oui, Sylvie m'avait parlé de vous. Avez-vous des questions sur les démarches? Oui. Dites-moi, les papiers de la villa sont-ils bien en règle? Évidemment, tout a été vérifié. Le titre de propriété est parfaitement clair. Et qui est le vendeur? L'agence Méditerranéan Estate. C'est une société très réputée. Serait-il possible de voir les documents de la villa? Bien sûr, passez à l'agence, je vous montrerai tout. Juliette a noté l'adresse et s'y est rendue. Isabelle l'a reçue chaleureusement, et lui a remis le dossier. Voici, regardez, les plans, le certificat de propriété, et les photos. Juliette a épluché les documents. Tout avait l'air officiel et parfaitement crédible. L'entreprise Méditerranéan Estate existe depuis longtemps? Depuis environ 5 ans. Ils ont vendu beaucoup de biens immobiliers par notre intermédiaire. Avez-vous déjà rencontré leurs agents en personne? Bien entendu, leur représentant, Monsieur Victor, vient régulièrement nous voir. Pourrais-je avoir ses coordonnées? Isabelle lui a tendu une carte de visite, avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Vous avez des doutes sur la vente? Non, je veux simplement tout vérifier. C'est une grosse somme d'argent. De retour chez elle, Juliette a appelé Méditerranéan Estate. Un homme à la voix très polie a décroché. Victor, de l'agence Méditerranéan Estate, à votre écoute. Bonjour, c'est au sujet de la villa, réservée par la famille Leroy. Ah oui, je m'en souviens. Une très belle affaire, à un excellent prix. Quand les documents de propriété ont-ils été vérifiés pour la dernière fois? Il y a 1 mois. Tout est parfaitement en ordre. Est-ce que je pourrais recevoir une copie des dossiers? Sans problème, je vous les envoie par mail. Parfait, merci beaucoup. Juliette a donné son adresse, et a patienté. Une demi-heure plus tard, elle recevait un courriel avec les pièces jointes. Elle les a ouverts, et a examiné les plans, l'acte de vente, le cadastre.
Tout correspondait à la description de l'annonce, mais un détail la dérangeait. Les papiers paraissaient beaucoup trop récents, comme s'ils venaient tout juste d'être fabriqués, et les signatures semblaient anormalement identiques. Juliette a alors décidé de faire vérifier ces documents par une de ses connaissances. Marie travaillait dans une agence de traduction assermentée, et avait l'habitude des contrats officiels. « Marie, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu jeter un œil sur ces dossiers immobiliers ? » « Bien sûr, envoie-les-moi. » Juliette a transféré les scans, et a attendu. 1 heure plus tard, Marie la rappelait. « Juliette, où as-tu récupéré ces papiers ? » « À l'agence immobilière. » « Il y a un problème ? » « Le problème, c'est que ce sont de vulgaires contrefaçons. » Le cœur de Juliette s'est emballé. « Des contrefaçons ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Les tampons ne sont pas conformes. Les numéros de registre ne correspondent à aucune nomenclature légale. Les signatures sont manifestement falsifiées. Ça veut dire que cette villa n'existe pas ? La maison existe peut-être quelque part, mais ces papiers, c'est du 100% faux. Juliette a vu le monde s'écrouler autour d'elle. Sylvie avait versé 50 000 € pour une maison fantôme, avec des documents falsifiés. Marie, c'est un délit pénal, ça ? Bien sûr, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Merci, Marie. Tu m'as sauvé la mise. Juliette a raccroché, les idées claires. Elle avait enfin la preuve formelle de l'arnaque, faux documents, transactions fictives, tromperie sur le bien immobilier. C'était largement suffisant pour aller à la police. Mais avant ça, elle devait vérifier un dernier détail. Elle s'est souvenue du comportement étrange de Maxime, la veille. Il passait son temps sur son portable, et tapait frénétiquement. Était-il en train d'espionner ses appels ? Elle a inspecté son téléphone de fond en comble. Dans la liste des applications, elle a repéré un programme qu'elle n'avait jamais installé, System Update. Un nom bien curieux pour une simple mise à jour. En faisant quelques recherches sur Internet, elle a découvert que ce « System Update » était un logiciel espion, capable d'enregistrer toutes les conversations, et de les transmettre à un autre appareil. Maxime l'espionnait bel et bien. Ses discussions avec Camille, avec le notaire, avec l'agence de traduction. Il avait tout écouté, et tout rapporté à sa mère. Tout devenait limpide. Maxime l'écoutait grâce au logiciel espion, avait découvert le montant précis de l'héritage, et avait transmis l'information. Sylvie avait ensuite fabriqué de faux papiers, avec un prix qui correspondait exactement à ses 500 000 €. Maxime avait pris un crédit en mettant l'appartement en garantie, et versé un faux acompte pour une transaction bidon. Puis, ils avaient usé du chantage, exigeant qu'elle paie pour une villa qui n'existait même pas. C'était une machination machiavélique. Mais ils avaient sous-estimé un détail, ils ignoraient qu'elle avait tout découvert. Elle avait l'enregistrement de leurs menaces, la preuve que les documents étaient des faux, et le logiciel espion dans son téléphone. Avec tout ça, elle pouvait foncer au commissariat. Mais Juliette a choisi de leur offrir une dernière chance. Peut-être allaient-ils se rétracter et renoncer à leur complot. Elle est allée dans la cuisine, où Maxime et Sylvie l'attendaient. « J'ai pris ma décision », a-t-elle annoncé. « Alors » a demandé Sylvie, brûlant d'impatience. « Je ne paierai pas pour cette villa. » Maxime a blêmi. « Juliette, tu réalises ce que tu fais ? » « Parfaitement. Vous allez perdre 50 000 € d'acompte, et moi, je demande le divorce. » « Demande-le », s'est emportée Sylvie en se levant d'un bond. « Ma pauvre fille, tu as perdu la tête ? Tu vas perdre ton mari, et la moitié de ton argent avec. » « Peut-être que oui, peut-être que non. » « Comment ça, peut-être ? » Juliette les a regardés avec un calme olympien. « J'ai accumulé de solides preuves de toutes vos petites magouilles. » Leurs visages se sont décomposés. « Quelle magouille ?» a demandé Maxime, d'un ton soudain très prudent. « Par exemple, l'enregistrement de vos discussions privées, où vous planifiez de me voler mon argent devant les tribunaux. »« Tu nous as enregistrés ? » « Exactement.
Et je n'ai pas fait que ça. Elle a posé son téléphone sur la table, et leur a montré l'application. J'ai aussi trouvé ce petit programme très intéressant, que tu as installé sur mon portable pour écouter tous mes appels. Maxime a bredouillé. Je n'ai rien installé du tout. Ne mens pas. L'application indique la date d'installation. Pile poil il y a un mois, le jour où tu as découvert l'existence de mon héritage. Sylvie s'est humidifié les lèvres, très nerveuse. Et qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant? Figurez-vous que j'ai vérifié les documents de votre fameuse villa. Et devinez quoi? Ce sont de vulgaires faux. Un silence de mort a envahi la cuisine. Maxime et sa mère se sont regardés, pétrifiés. Qu'est-ce que tu veux dire par « faux » a murmuré la belle-mère. Ça veut dire que cette villa n'existe pas. Vous avez versé un acompte sur un bien fictif. Ça s'appelle de l'escroquerie à grande échelle. Maxime s'est effondré sur sa chaise. Maman. Tu m'avais pourtant dit que tu avais tout vérifié. Mais je l'ai fait. Isabelle m'a assuré que tout était légal. Isabelle n'était peut-être pas au courant, a rétorqué Juliette. Mais les papiers, eux, sont 100% falsifiés. J'ai le rapport d'un traducteur assermenté pour le prouver. La belle-mère s'est agrippé le cœur. Et comment on va faire, maintenant? On a perdu 50 000 €. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Juliette, imperturbable. Vous allez également répondre d'une accusation pour tentative d'escroquerie au pénal. Quelle accusation? Nous sommes les victimes dans cette histoire. Vous êtes les complices de cette mascarade. Vous avez versé un acompte, signé un contrat avec une procuration, et tenté de me faire chanter pour que je paie le reste. Aux yeux de la justice, c'est de la complicité. Maxime a essayé de protester, mais Juliette lui a coupé la parole. Et toi, tu as aussi violé la loi avec tes écoutes illégales. Installer un mouchard sur le téléphone d'autrui sans son consentement, c'est un délit sévèrement puni. Juliette, s'il te plaît, on peut arranger ça à l'amiable, a imploré Sylvie, la voix suppliante. Oublions toute cette histoire de villa, reprenons notre vie comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Il y a eu beaucoup trop de révélations. Qu'est-ce que tu exiges de nous, a demandé Maxime. Juliette a réfléchi un instant. Que désirait-elle vraiment? Se venger d'eux, ou simplement s'en libérer pour de bon? Je veux que vous me laissiez tranquille. Je veux que vous renonciez à mon héritage, et que vous arrêtiez de faire des plans dans mon dos. D'accord, c'est promis, c'est hâté de répondre Sylvie. Et je veux que vous remboursiez le crédit à la banque. Quel crédit? Les 50 000 € que vous avez balancés par la fenêtre pour l'acompte. Vous avez pris cette décision, vous en assumez les conséquences. Maxime et sa mère ont échangé un regard désespéré. Mais nous n'avons pas cet argent, a gémi son mari. Eh bien, vous vous débrouillerez avec la banque. Ne comptez pas sur moi pour éponger vos dettes. Juliette s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Je vous laisse jusqu'à ce soir pour y réfléchir. Soit vous réglez vos problèmes de votre côté, soit demain à la première heure, je file au commissariat avec toutes les preuves. Elle les a laissés en état de choc, et s'est enfermée dans la chambre. Elle avait repris le contrôle absolu de la situation. Le soir, Maxime et sa mère sont restés dans la cuisine jusque tard dans la nuit, ressassant la situation. Juliette entendait des bribes de leur discussion à travers les murs. Sylvie s'obstinait à vouloir faire plier sa belle-fille, mais Maxime remettait en question l'efficacité de sa méthode. Au matin, la tension était à son comble. Maxime arpentait le couloir avec une mine sombre, il avait sauté le petit déjeuner, et n'arrêtait pas d'envoyer des messages. Sylvie faisait semblant de s'occuper des tâches ménagères, mais Juliette remarquait qu'elle épiait ses moindres faits et gestes. Vers midi, le téléphone fixe a retenti. Maxime s'est précipité pour répondre. Oui, bonjour. C'est compris. Très bien, je viens tout de suite. Il a raccroché, et s'est tourné vers sa mère. Il faut que j'aille à la banque.
Il y a un souci avec le crédit. Sylvie s'est tendue. Quel souci? Je n'en sais rien. Ils m'ont demandé de venir en urgence, avec tous les documents. Juliette observait leurs préparatifs depuis la cuisine. Maxime fouillait frénétiquement dans ses papiers, tandis que sa mère remplissait son sac à main de différentes attestations, l'air affolé. Ils avaient visiblement peur de quelque chose. Nous serons vite de retour, a lancé Maxime en passant devant Juliette. Très bien. Lorsqu'ils sont sortis, Juliette a soufflé un grand coup. Elle pouvait enfin réfléchir en toute sérénité. Plusieurs options s'offraient à elle: déposer plainte pour escroquerie, lancer elle-même la procédure de divorce, ou tenter de trouver un accord à l'amiable. Ses réflexions ont été interrompues par un coup de sonnette. C'était Francine, la voisine du dessus. Bonjour Juliette. Désolée de te déranger, mais il faut que je t'en parle. Entrez, Francine, je vous en prie. La vieille dame s'est assise sur le bord du canapé. Figure-toi que j'ai croisé ta belle-mère hier, au supermarché. Elle était en train de raconter à la caissière que vous alliez acheter une énorme villa sur la Côte d'Azur. Juliette s'est immédiatement méfiée. Que disait-elle exactement? Elle se vantait de déménager dans le sud d'ici peu. Elle disait que sa belle-fille lui offrait 500 000 € pour s'acheter un palais. Je vois. Dis-moi, ma petite Juliette, c'est vrai tout ça? Tu as vraiment touché le jackpot? Juliette a hésité. Francine était une brave femme, mais elle était particulièrement indiscrète. Francine, vous savez bien que les histoires de famille doivent rester en famille. Oui, bien sûr, évidemment. Ça m'a juste étonnée. Sylvie donnait tellement de détails, elle a même donné le prix exact, et la date prévue pour le déménagement. Juliette a compris le manège de sa belle-mère. Elle ne se vantait pas, elle préparait soigneusement le terrain. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle a raconté d'autre? Elle disait que le climat du Sud lui ferait le plus grand bien, et que tu étais une belle fille formidable, prête à dépenser sans compter pour sa santé. Le plan était machiavélique. Sylvie se créait un alibi en béton. Si la transaction tournait mal, les voisins pourraient témoigner que Juliette avait, soi-disant, accepté de financer la villa pour sauver sa pauvre belle-mère malade. Merci de m'avoir prévenue, Francine. C'est tout naturel, ma grande. Je me suis dit que tu aimerais être au courant. Après le départ de la voisine, Juliette a eu la confirmation absolue de la perfidie de sa belle famille. Ils n'avaient pas seulement tenté de lui soutirer de l'argent, ils préparaient méticuleusement leur défense en cas de procès. 1 heure plus tard, Maxime et Sylvie étaient de retour. Leurs visages étaient décomposés. Comment ça s'est passé à la banque? A demandé Juliette. Ça a été, a grommelé Maxime. Pourtant, à en juger par leur tête, ça s'était très mal passé. Sylvie s'est enfermée dans sa chambre sans un mot. Maxime s'est affalé dans le fauteuil, fixant l'écran noir de la télévision. Juliette a décidé qu'il était temps de crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Max, il faut qu'on ait une sérieuse discussion. De quoi tu veux parler? De notre avenir, de mon héritage, et de vos petits complots. Maxime a soupiré, et a planté son regard dans le sien. Et qu'est-ce que tu as décidé? J'ai décidé que je ne vous donnerai pas un centime pour cette villa. Le visage de Maxime s'est durci, et une étincelle de rage a traversé ses yeux. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Il s'est levé d'un bond, et s'est mis à faire les 100 pas. Juliette, tu te rends compte des conséquences? Tu es en train de briser notre famille. Ce n'est pas moi qui la brise. C'est toi et ta mère, avec vos petites magouilles dans mon dos. On l'a fait pour notre bien à tous. Pour le bien de qui? Pour le mien, ou pour celui de ta mère? Maxime s'est arrêté net, et s'est tourné brusquement vers elle. Pour la famille entière. Maman est malade, elle a besoin d'un traitement adapté. Qu'elle se fasse soigner ici, en France. Les soins ne valent rien, ici.
C'est complètement faux, et tu le sais très bien. Maxime s'est approché, et son attitude est devenue très menaçante. Juliette, je te le demande pour la toute dernière fois. Tu vas donner cet argent pour la villa? Non. C'est alors que Sylvie a surgi de sa chambre. Elle avait tout écouté. Mon fils, tu vois bien qu'elle refuse de porter secours à une personne en danger. Je le vois très bien, maman. Juliette sentait que l'atmosphère atteignait son point de rupture. Sylvie, montrez-moi vos dossiers médicaux. Prouvez-moi qu'un traitement dans le Sud est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas à me justifier devant une petite peste égoïste. Ça veut dire que ces dossiers n'existent pas. Ils existent bel et bien. C'est juste que je refuse de m'abaisser à te les montrer. Maxime a serré les poings. Ça suffit, Juliette. Tu es en train de humilier une femme malade. Je suis en train de défendre mon droit légitime à disposer de mon propre héritage. Quel héritage? Tu es ma femme, on partage tout. Mon héritage ne fait pas partie de nos biens communs. C'est ce qu'on verra. Juliette a compris que la situation allait dégénérer. Il valait mieux s'arrêter là, mais l'injustice la poussait à continuer. Maxime, tu m'as mise sur écoute. Quoi? Tu as installé un logiciel espion sur mon téléphone. Maxime a semblé pris au dépourvu. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Si, tu le sais très bien. L'application s'appelle System Update. Le visage de son mari est devenu blême. C'est un malentendu. Qu'est-ce que c'est, alors? Je voulais juste m'assurer que tu ne nous mentais pas. Mentir sur quoi? Sur le montant exact de ton héritage. Sylvie a approuvé d'un signe de tête. Il a bien fait. Tu as commencé par nous parler d'une petite somme, pour finir par avouer qu'il y avait un demi-million en jeu. Parce que je savais que si je disais la vérité, vous alliez immédiatement faire des projets avec mon argent. Maxime s'est planté devant elle, menaçant. Ton argent? C'est l'argent de la famille entière. C'est mon héritage, laissé par ma grand-mère. Ta grand-mère voulait aider notre famille à s'en sortir, pas toi toute seule. Comment peux-tu savoir ce qu'elle voulait? Parce que c'est du bon sens. Personne ne lègue une fortune pareille à une seule personne. Juliette a réalisé que Maxime venait de perdre tout contrôle. Maxime, calme-toi. Discutons calmement. Je n'ai plus envie de discuter. Tu vas te connecter à ta banque, et tu vas virer l'argent tout de suite. Il en est hors de question. Tu vas le faire. Non. Il est entré dans une colère noire, renversant les meubles du salon. D'un geste brusque, il a balayé toute la vaisselle de la table, a envoyé valser les chaises, et s'est mis à balancer des livres et tout ce qui lui tombait sous la main. Sylvie hurlait pour essayer de l'arrêter, mais Maxime était devenu fou furieux. Puis, il a violemment acculé sa femme contre le mur et a hurlé. Transfère immédiatement ces 500 000 € à ma mère, sinon tu vas le regretter amèrement. Juliette a miraculeusement réussi à se dégager, et s'est précipitée hors de l'appartement en verrouillant la porte de l'extérieur. Elle a dévalé les escaliers, tremblante de peur et en état de choc. Maxime était réellement capable de lui faire du mal. Ses yeux étaient emplis d'une haine féroce. Une fois dans la cour de l'immeuble, elle a composé le numéro de la police. Allô, la police? J'ai besoin d'aide. Mon mari vient de s'en prendre physiquement à moi, et il m'a menacé. Quelle est votre adresse? Juliette lui a donné le nom de la rue. Nous envoyons une patrouille. Où êtes-vous en ce moment? Je suis dans la cour de la résidence. J'ai trop peur de remonter chez moi. Restez en lieu sûr, là où il y a du passage. Nous serons là dans 15 minutes. Juliette s'est assise sur un banc pour tenter de retrouver ses esprits. Ses mains tremblaient encore, et elle avait la gorge nouée. Son propre mari avait voulu la détruire. 15 minutes plus tard,
un véhicule de police s'est garé devant l'immeuble. 2 agents en uniforme se sont approchés d'elle. « C'est vous qui nous avez appelés ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Que s'est-il passé, madame ?» Juliette a brièvement résumé le chantage de ces derniers jours, ainsi que l'explosion de violence de la matinée. Les agents prenaient scrupuleusement des notes. « Avez-vous des preuves de ces menaces ? » « Oui. J'ai des enregistrements audio sur mon téléphone. » « Très bien, nous allons monter. Il faut que l'on constate les dégâts, et que l'on interroge les autres personnes présentes. » Ils sont montés à l'étage. Maxime a ouvert la porte, l'air complètement hébété. Sa chemise était froissée, et ses cheveux ébouriffés. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé en apercevant les uniformes. « Nous intervenons suite à une plainte pour violence et menaces » a répondu le sergent. « Quelle menace ? C'est un terrible malentendu. » Les policiers sont entrés dans le salon, et ont examiné le carnage. La vaisselle en miettes, les meubles renversés, les objets éparpillés sur le sol. Le spectacle parlait de lui-même. « Qui est responsable de ce saccage » a interrogé le policier. Maxime n'a pas répondu. Sylvie est également restée muette. « Madame Leroy, veuillez nous faire écouter l'enregistrement » a demandé l'agent. Juliette a lancé la bande. La voix de Maxime a résonné clairement dans la pièce. « Transfère immédiatement ces 500 000 € à ma mère, sinon tu vas le regretter amèrement. » Les policiers se sont regardés. « Monsieur Leroy, c'est bien votre voix ? » J'étais dans un état de stress extrême. Ce n'est pas une excuse valable pour agresser et menacer sa femme. Soudain, d'autres personnes ont fait leur apparition dans l'appartement. 2 hommes en costume, équipés de porte-documents. « Excusez-nous pour le dérangement. Est-ce bien le domicile de monsieur Maxime Leroy ? » « Oui, c'est moi » a bredouillé Maxime. « Nous représentons la banque Crédit Central. Nous avons d'importantes questions à vous poser, concernant votre prêt immobilier. » Maxime a blêmi à vue d'œil. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Oh que si, c'est le moment idéal. Nous avons procédé à des vérifications sur les documents que vous avez fournis lors de la demande de crédit. Il s'avère que votre fiche de paie est un faux. Sylvie s'est agrippée la poitrine. Mon fils, qu'est-ce qu'il raconte ? Le document indique un salaire net de 6 000 € par mois, a expliqué le banquier. Cependant, d'après les registres de l'État, vos véritables revenus s'élèvent à 2 500 €. C'est une erreur informatique, a balbutié Maxime. Ce n'est pas une erreur. Nous avons pris la peine de contacter votre employeur. Cette fiche de paie a été fabriquée avec des tampons falsifiés. Les policiers ont tendu l'oreille. Si je comprends bien, monsieur Leroy a fourni de faux documents à un établissement bancaire ? Absolument. C'est un motif suffisant pour résilier le contrat avec effet immédiat et engager des poursuites pénales. Maxime s'est laissé tomber sur le canapé. Mais je n'ai rien falsifié du tout. C'est le service des ressources humaines qui m'a donné cette fiche. Et qui, exactement, vous l'a remise ? La secrétaire. Mais j'ai oublié son nom. Sylvie s'est subitement levée, et s'est dirigée vers la porte de sortie. Où allez-vous comme ça, madame ? A demandé un policier. Faire quelques courses. J'ai besoin de provisions. Restez ici. Nous avons également quelques questions à vous poser. La belle-mère s'est immobilisée sur le pas de la porte. À quel sujet ? Au sujet de l'achat immobilier sur la Côte d'Azur. Avez-vous oui ou non signé le compromis de vente ? Oui, je l'ai fait. Et alors ? Eh bien figurez-vous que le vendeur est une entité qui n'existe pas. Juliette était stupéfaite. Comment la police pouvait-elle être au courant de la villa ? Le policier lui a fourni l'explication. Nous avons fait des recherches sur l'agence Méditerranéen Estat. Il n'y a aucune entreprise de ce nom immatriculée en France. Quant au fameux monsieur Victor, il agit sous une fausse identité, avec de faux papiers.
Sylvie a tenté de garder la face. Dans ce cas, nous sommes les victimes d'une escroquerie. Ce n'est pas exactement ce que pensent nos services. D'après nos informations, vous étiez parfaitement au courant que cette société était fictive. Et d'où tenez-vous ces fameuses informations? Le policier a sorti un document de son dossier. Madame, vous avez déjà été condamnée pour escroquerie immobilière. Il y a 5 ans, vous étiez impliquée dans une affaire similaire. Maxime a regardé sa mère, pétrifiée d'horreur. Maman, c'est quoi cette histoire de condamnation? C'était il y a très longtemps. Une erreur de parcours. Vous avez 58 ans, madame, a sèchement rétorqué l'agent. Et votre casier judiciaire n'est pas vierge. Juliette assistait à la scène comme si elle regardait un film. Elle découvrait que sa belle-mère n'était pas seulement une femme vénale, mais une escroc chevronnée. Si je résume la situation, a continué le policier, vous avez élaboré une fraude complexe, dans le but d'extorquer l'héritage de votre propre belle-fille. Sylvie est restée figée dans un silence glacial. Et votre fils était-il au courant de vos manigances? Maxime a vivement secoué la tête. Je vous jure que je ne savais rien. Maman m'avait affirmé qu'elle avait trouvé une affaire en or. Mais vous avez bien contracté un prêt, en mettant votre logement en garantie, et ce de manière tout à fait consciente? Oui, mais j'étais persuadée que l'achat était réel. Le policier s'est ensuite tourné vers Juliette. Et vous, madame, à quel moment avez-vous compris qu'on essayait de vous duper? Pas plus tard qu'hier. J'ai fait analyser les documents de la vente, et on m'a confirmé que c'était des faux. Pourquoi ne pas avoir alerté la police immédiatement? Parce que j'espérais leur laisser une chance de tout réparer, à l'amiable. Le banquier a repris la parole. Monsieur le roi, en vertu des faux documents que vous nous avez soumis, nous annulons le contrat de prêt avec effet immédiat. La totalité de la somme empruntée doit nous être restituée sur le champ. Mais je n'ai plus ces 50 000 euros. C'est votre problème, monsieur. Si vous ne remboursez pas la dette d'ici une semaine, votre appartement sera saisi et vendu aux enchères. Maxime réalisait qu'il était coincé. Il n'avait plus un sou pour payer la banque, il allait perdre son logement, et une plainte pénale pour fraude à la banque l'attendait. Juliette, je t'en supplie, aide-moi, a-t-il supplié, au bord des larmes. Tu as l'argent, s'il te plaît. Je ne t'aiderai pas, assume les conséquences de tes actes. Sylvie a éclaté en sanglots factices. Ma chérie, tu ne vas quand même pas envoyer ton propre mari en prison? Un mari digne de ce nom ne menace pas sa femme et ne la manipule pas. Le policier a refermé son carnet. Monsieur le roi, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, de violence et de menace. Et vous aussi, madame. Ils leur ont passé les menottes, sous les yeux hagards de Maxime et de sa mère. Juliette, ne les laisse pas m'enfermer, a hurlé Maxime, pendant que les agents l'emmenaient. On est une famille. Mais Juliette est restée de marbre. Une vraie famille ne se menace pas, et n'élabore pas de stratagèmes pour se dépouiller l'un l'autre. Lorsque tout le monde a quitté les lieux, un silence pesant est retombé sur l'appartement. Juliette est restée seule, au milieu du désastre provoqué par son mari. La vaisselle brisée, le mobilier renversé, les affaires éparpillées. Tout cela incarnait la fin tragique de son mariage. Elle a pris son téléphone, et a appelé son amie. Camille, c'est fini. La police a embarqué Maxime. Mon Dieu, que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Pour faire court, il a comploté avec sa mère pour voler mon argent. Ça a fini en bagarre et en menace. Oh mon Dieu, tu vas bien, Juliette? Physiquement, je n'ai rien. Mais moralement, c'est très dur de réaliser que j'ai partagé ma vie avec un parfait inconnu. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Je vais lancer la procédure de divorce, m'acheter un bel appartement, et repartir à zéro. Et l'argent, ils n'y ont pas touché? Il est toujours sur mon compte, et il y restera. Je l'utiliserai pour accomplir la volonté de ma grand-mère. Pendant toute la soirée,
Juliette a rangé l'appartement, jeté les débris de verre, redressé les meubles, et plié ses affaires. L'effort physique l'aidait à canaliser ses émotions et à oublier le drame de la journée. Le lendemain matin, elle a déposé une demande de divorce. Son avocat lui a assuré qu'avec de telles circonstances, la procédure serait expédiée. Votre mari n'a strictement aucun droit sur votre héritage, lui a certifié l'homme de loi. D'autant plus avec une instruction pénale en cours pour fraude. Et en ce qui concerne son crédit bancaire ? Ce sont ses dettes personnelles. Vous n'êtes ni garante, ni co-emprunteuse. La banque ne pourra jamais vous réclamer un centime. Ça veut dire que si Maxime ne parvient pas à rembourser, la banque saisira l'appartement ? Juliette s'en moquait éperdument. Elle avait déjà commencé à chercher un autre logement. Avec 500 000 €, elle pouvait facilement s'offrir un bien d'exception dans un quartier huppé. Une semaine plus tard, l'inspecteur de police l'a contactée. Madame Leroy, l'enquête progresse, et j'ai de nouveaux éléments à vous communiquer. Je vous écoute. Nos investigations ont révélé que la fameuse villa de la Côte d'Azur n'a jamais existé. Tout était faux depuis le début. C'est-à-dire ? Les fonds devaient être virés sur les comptes bancaires de personnes fictives, qui sont en réalité des complices de votre belle-mère. Toute cette opération n'était qu'une vulgaire arnaque, de bout en bout. Juliette n'en a pas été étonnée. Elle avait bien compris que Sylvie n'en était pas à son coup d'essai. Et qu'en est-il de mon mari ? Il a été reconnu comme victime de cette escroquerie. Il semblerait qu'il ignorait réellement les véritables intentions de sa mère. Que risque-t-il, alors ? Du sursis, pour les menaces et la présentation de faux documents à la banque. En revanche, pour votre belle-mère, ça sent la prison ferme. En cas de récidive pour fraude aggravée, la peine est lourde. Juliette a raccroché, et s'est perdue dans ses pensées. Maxime n'était pas un véritable criminel, c'était surtout un homme influençable, sous la coupe d'une mère manipulatrice. Mais, au fond, ça ne changeait absolument rien. Leur mariage avait été détruit par les mensonges et la trahison. Un mois plus tard, le divorce a été officiellement prononcé. Maxime a écopé d'une peine avec sursis, et s'est retrouvé à la rue. La banque a saisi et vendu l'appartement pour éponger ses dettes. Sylvie, quant à elle, a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement ferme. De son côté, Juliette a acquis un splendide appartement de 4 pièces, en plein cœur de Paris. Elle a investi le reste de l'argent dans sa formation continue, elle a repris ses études, suivi des cours de langues étrangères, et développé de nouvelles compétences professionnelles. Les voisins lui demandaient parfois si elle ne regrettait pas d'avoir divorcé. Juliette leur répondait toujours, honnêtement ? Je regrette seulement le temps que j'ai perdu. Elle avait appris à ses dépens qu'il valait mieux être seule, plutôt que d'être entourée de gens prêts à tout pour de l'argent. L'héritage de sa grand-mère ne lui avait pas seulement apporté une sécurité financière, il lui avait donné une immense leçon de vie. Il avait révélé la véritable nature de ses proches, et l'avait sauvée d'une relation terriblement toxique. 1 an plus tard, Juliette avait totalement reconstruit sa vie. Elle profitait de son magnifique logement, de son travail passionnant, de ses amis fidèles, mais surtout de la sérénité et de la certitude que l'avenir lui appartenait. Maxime avait essayé de la recontacter à plusieurs reprises. Il lui avait demandé pardon, la suppliant de lui redonner une chance, mais Juliette était restée inflexible. La confiance, une fois brisée par l'appât du gain et la trahison, ne se répare jamais. Elle pensait très souvent à sa mamie Claudine, qui avait économisé toute sa vie pour offrir à sa petite-fille la chance de prendre un nouveau départ. La vieille dame avait sans doute pressenti que cet argent serait bien plus qu'un simple héritage, ce serait une véritable mise à l'épreuve pour son entourage. Juliette avait passé ce test avec brio. Elle ne s'était pas laissée berner, n'avait pas cédé au chantage, et n'avait pas pardonné l'impardonnable. Aujourd'hui, elle vivait exactement comme elle l'entendait, et non pas selon les exigences et les manipulations des autres.